Bonjour à tous et bienvenue sur Cial TV. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et ce, durant tout ce salon. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous, Sébastien Monard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie de Nielsen. Vous êtes le directeur marketing et communication de cette société. Alors vous avez fait une étude récemment, une étude très intéressante qui parle du comportement alimentaire de chacun. En effet, de plus en plus et partout dans le monde, nous avons des comportements alimentaires spécifiques. Nous ne mangeons pas tous les aliments et nous avons décidé d'opter pour un régime, alors qu'il soit sans sucre, sans gras, parfois sans gluten, pour des raisons un peu plus éthiques, sans viande, pourquoi pas. Et 64% des personnes que vous avez interrogées chez Nielsen ont dit que oui, ils ne mangeaient pas toutes sortes d'aliments. Alors Sébastien, merci encore une fois d'être ici. En quelques mots, Nielsen, c'est quoi ? Alors bonjour à tous. Nielsen, en fait, on a le métier passionnant de comprendre le consommateur dans le monde. Donc sur différentes thématiques, comprendre la consommation, quel magasin ils fréquentent, mais aussi quelle émission télé ils regardent, quelle fréquentation d'Internet ils ont selon les différents pays. Vous êtes le Big Brother de l'alimentation ? On est en tout cas un baromètre. Notre mission, c'est d'être neutre et effectivement, on a beaucoup d'informations passionnantes à analyser sur différentes thématiques et particulièrement sur l'alimentation qui est un de nos thèmes de prédilection. Et donc récemment, on a effectivement fait une étude globale dans de nombreux pays, puisqu'on a analysé des consommateurs dans 63 pays quant à leurs habitudes alimentaires et leur régime et l'évolution de leur comportement alimentaire. Comment est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce que vous avez opté pour un âge en particulier? Les consommateurs que vous avez interrogés étaient plus jeunes. Il y avait des enfants, il y avait des hommes, des femmes, tout confondu. On peut dire aujourd'hui qu'on a vraiment une vue d'ensemble sur le système alimentaire global mondial? Alors, on a vocation à en effet comprendre les consommateurs dans leur ensemble. On n'interroge pas les enfants, mais en revanche, on interroge hommes, femmes de tous âges, pour être représentatif de chaque classe d'âge au sein des différents pays. Et on a vocation à représenter le monde dans son ensemble, puisque les 63 pays sont disséminés un peu partout dans le monde. Donc évidemment les pays développés, mais aussi beaucoup de pays en Asie, en Amérique latine, de plus en plus de pays africains que l'on intègre dans nos études, donc pour avoir cette vision très, très internationale. Et très globale, cette vision du monde avec le continent africain notamment qui a été représentée durant l'étude. Alors cette étude, on va s'en parler un petit peu. Quels sont les grands éléments qui en sont ressortis ? Alors ce qui est intéressant, c'est que dans toutes nos études, en fait, on va ressortir des tendances globales, des phénomènes convergents à travers le monde. Donc on tend vers une harmonisation par certains aspects, mais on a évidemment de l'autre côté une mosaïque de comportement qui est toujours très très présente. Donc c'est ça qui est intéressant à analyser. D'un côté l'harmonisation et de l'autre des spécificités culturelles et historiques. Et spécifiquement sur l'alimentation saine, on a différents facteurs qui interviennent, des facteurs macroéconomiques. Donc c'est une combinaison à la fois de la religion, de la santé, des évolutions démographiques. Et si on en recense 4 particuliers, on a d'abord ici l'évolution démographique en termes d'âge, un vieillissement de la population au niveau mondial, de plus en plus de foyers avec des seniors, des personnes âgées, qui influent aussi sur le comportement, les achats qu'on va vouloir faire en termes d'alimentation. Un exemple concret ? Comment est-ce que la grand-mère peut influer, le grand-père peut influer sur l'alimentation? Ils vont pousser à consommer peut-être plus local? Alors, on va avoir un impact en termes d'attente pour préserver la santé au-delà de 60 ans, 70 ans. Donc, on achète différemment à cet âge-là. Le fameux anti-cancer, plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres. Et dans la mesure où on a de plus en plus de personnes qui atteignent des 70 ans, 80 ans, 90 ans, ça a un impact sur la planète, sur les achats alimentaires. Le deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est le développement des maladies chroniques. Donc de plus en plus de maladies de diabète, du cancer, difficultés respiratoires, qui ont un impact aussi sur ce qu'on va vouloir consommer pour préserver sa santé, soit pour éviter ces maladies chroniques ou pour mieux vivre une fois qu'on les a. Donc ça, c'est un impact qui est très clair. Et ce qui est un peu lié aussi, c'est ce troisième facteur que vous voyez, qui est considérer l'alimentation comme un médicament. Donc non seulement des médicaments, mais aussi intégrer ce que l'on va consommer et acheter au quotidien pour préserver sa santé et être en meilleure forme le plus longtemps possible. Et quatrième facteur qui est corrélé, c'est qu'on a affaire à des consommateurs qui sont de plus en plus informés, mieux informés, mieux éduqués également,
Donc ça passe par différents biais. C'est en effet l'éducation à l'école, c'est les médias, et c'est beaucoup aussi le partage d'informations entre consommateurs sur Internet. Donc beaucoup plus d'échanges. Ça marche aussi avec des buzz qui peuvent être négatifs suite à des émissions qu'on voit à la télé sur tel ou tel type d'aliments. De produits ou d'aliments. Le consommateur est mieux informé et en réaction, il change son comportement d'achat. Donc vous, durant cette étude, vous vous êtes rendu compte que oui, les médias avaient un rôle capital, important à jouer dans cette nouvelle manière de consommer les aliments, dans cette nouvelle façon de se nourrir, un impact colossal. C'est un impact colossal. En tout cas, c'est tout un écosystème d'informations qui arrive aux consommateurs. Les médias en font partie, vu qu'on est sollicité en permanence par différents types de médias. Mais c'est aussi le partage d'expériences, le partage de discussions avec notre famille, nos proches, et au-delà, sur Internet, via des blogs, des discussions, des sites médicaux, etc. C'est tout un écosystème. Donc justement, Sébastien Monard, on s'en parle. On se parle notamment des aliments, des ingrédients qu'on va éviter. Quels sont ces ingrédients qu'on évite de plus en plus? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a une influence par rapport au gluten? Ça a été la mode sans gluten pendant très longtemps. On retourne maintenant dans une mode un peu plus végétalienne, presque. Plus de viande, presque plus d'œufs, quasiment plus de poissons. Des légumineuses qui émergent. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette étude, justement? Alors, je vous parlais des facteurs macroéconomiques. Un autre facteur qui est présent, c'est aussi le développement des allergies, des intolérances à différents aliments. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de manière très très rapide. Sur les 5 à 10 dernières années, on a un développement considérable des allergies et intolérances alimentaires. En premier lieu, tout ce qui est lactose, produits lactés, mais aussi intolérance aux coquillages, intolérance aux fruits à coque, etc., et qui influent fortement, évidemment, sur les achats. Donc on a ici, pour chiffrer cette idée, oui. Au niveau mondial, on a 36% des foyers dans lesquels on va trouver au moins une personne qui est intolérante ou qui est allergique. Donc ce n'est pas toutes les personnes du foyer, mais c'est au moins une personne. Et du coup, ça a un impact sur l'ensemble des consommations, des achats qu'on va faire pour le foyer. Bien sûr, mais les consommateurs, je ne sais pas ce que vous en pensez ici sur ce plateau, les consommateurs se posent aussi la question, il y a justement de plus en plus d'intolérances. À quoi sont dues ces intolérances? Est-ce que c'est quelque chose que l'on mange? Est-ce que c'est quelque chose que l'on respire? On n'était pas autant intolérant autrefois à tous ces aliments. Est-ce que c'est le corps humain qui mute et qui essaie de se défendre face aux attaques chimiques ou autres que l'on peut respirer chaque jour? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'intolérance? On peut aussi se poser cette question. Alors, on peut se poser la question. En effet, je pense qu'il y a pas mal de discussions et d'hypothèses sur le sujet, avec le développement de l'industrie qui a été très rapide sur les dernières décennies, avec des nouveaux gaz dans l'atmosphère, avec des nouveaux produits que l'on consomme, un environnement qui est sans doute moins sain qu'il y a un siècle. Donc c'est encore très tôt pour avoir le détail de l'impact de tel et tel phénomène. Mais en tout cas, c'est vrai que la conséquence, c'est que la santé des consommateurs à travers le globe s'en trouve atteinte. Et ça impacte le mode d'achat, le mode de faire ses courses au quotidien. Absolument, ce qui paraît logique. Alors vous, dans votre étude, justement, ce qu'il en est ressorti et ce qui a été l'un des fondements fondamental, on veut maintenant manger le plus naturellement possible, le meilleur possible. Alors on veut manger le plus naturellement possible. Et c'est vrai que quand on regarde au niveau mondial, ici, on a regardé un peu tous les régimes spécifiques que pouvaient suivre les consommateurs, par différentes raisons, soit par conviction religieuse, par conviction éthique, par allergie donc, par bonne conscience. Et en fait, en termes de régime, on a 64% des consommateurs qui suivent un régime spécifique, qui réduit certains types d'ingrédients ou d'aliments. Et si on regarde dans le détail, en fait, ce qui va arriver en premier, c'est la réduction des matières grasses, la réduction de sucre, la réduction de sel que l'on va absorber. Ça, c'est ce qui ressort le plus de manière assez homogène. Dans certaines régions, on va avoir les produits halal qui ressortent en très haut niveau dans le classement, évidemment, avec une restriction sur certains types d'aliments. La viande aussi est réduite dans beaucoup de cas. Donc on a tous les régimes végétariens, flexitariens, véganes qui se développent. On a différentes terminologies parce que différentes cas de figure. Flexitalien, qu'est-ce que c'est? On s'accorde plus de tolérance par rapport à l'absorption de matière animale. D'accord. On est plus flexible en effet. On est flexitalien. On a différents degrés de tolérance, d'acceptation. Mais en tout cas, c'est différents phénomènes qui se développent. Ouais, ça peut rester marginal, notamment vegan, mais ça se développe de manière très très rapide sur les dernières années. Et tout ça a un impact sur les achats. Donc je parlais du sucre par exemple.
beaucoup de consommateurs réduisent leur consommation de sucre en tant que telle. Et quand on regarde, nous, les sorties caisses, ce qui se vend en magasin, dans beaucoup de pays, on voit une nette baisse des achats de sucre. Donc le phénomène n'est pas à prédire pour l'avenir. C'est déjà quelque chose qui est très ancré dans les habitudes de consommation. Oui, qui est en route. Et on a un vrai impact sur les évolutions. Malheureusement, le diabète est toujours présent et il va falloir peut-être trouver une solution, mais ça, c'est un autre débat. Très rapidement, malheureusement, on a peu de temps, mais on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est très intéressant. Le bio, on a vu, ça a été un tsunami assez incroyable et c'est une vague qu'on ne peut pas arrêter. Alors c'est une vague qui est assez intéressante, qui s'intègre dans toute une évolution de différents phénomènes, puisque les ingrédients que les consommateurs ont tendance à éviter, c'est de plus en plus des ingrédients artificiels. Donc quand on regarde dans les classements, le consommateur nous dit non, je ne veux pas de parfum artificiel, je ne veux pas de conservateur. Si je peux éviter, je prends des produits qui n'en ont pas. Donc ça, c'est une vraie tendance, beaucoup plus que d'autres ingrédients. Et en effet, le consommateur, il est à la recherche de produits tout naturels. 58% nous disent « je voudrais plus de produits entièrement naturels, sans aucun artifice ajouté ». Et parmi ces options, il y a en effet le bio qui en fait partie, puisque les options bio sont déclarées par 44% des consommateurs comme quelque chose qu'ils veulent en plus, avec des degrés différents selon les pays, selon les continents, parce que l'offre n'est pas aussi développée, n'est pas aussi présente en magasin. Malheureusement, oui. Entre les États-Unis, par exemple, où on a des magasins d'une surface très importante avec une offre très développée, et des pays en développement où on est plus sur des petites surfaces de vente avec un assortiment limité et où l'offre en bio est encore assez réduite. Donc ça, c'est une réalité, mais ça se développe de plus en plus. Mais il y a plein de choses qui vont se développer et on va par ailleurs en parler tout à l'heure à 14h30. Je vous en dirai quelques mots. Ma dernière question pour vous, est-ce que le futur de cette alimentation, de se nourrir, est-ce que c'est le less is more, less is better, le moins possible c'est le mieux? C'est quoi le vrai futur alors? Alors en effet, le less is more, c'est une vraie idée qui est défendue par les consommateurs. Et ça intègre en fait différentes notions. Le less is more, c'est d'abord une responsabilité que l'on prend nous-mêmes pour la planète. Moins consommer, mieux consommer en tout cas. Et dans les achats que l'on va faire de produits, less is more, c'est je veux moins d'ingrédients. Quand je regarde la liste des ingrédients sur le produit, je veux une liste plus réduite. C'est ça que les consommateurs veulent. Plus la liste est courte, mieux c'est pour moi, parce que je sais ce qu'il y a, c'était moins travaillé et ça rassure le consommateur en effet. Sébastien Monard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing et communication de chez Nielsen et qu'on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet notamment, que vous restez aussi après la fin de cette interview pour répondre aux questions que vous pourrez avoir à lui poser. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure à 14h30 pour une grande conférence d'1h30 sur le futur de notre alimentation. Aujourd'hui, en effet, il s'agit de la Journée internationale de la nourriture, de la journée contre le gaspillage alimentaire et nous allons en parler, comment nourrir notre planète dans le futur. En effet, nous sommes maintenant et en 2050, nous allons être 9,7 milliards d'habitants. Alors, comment avoir ce challenge de pouvoir nourrir toute la population? Est-ce que cela est possible? Eh bien, nous répondrons à toutes ces questions ici, sur ce même plateau, à 14h30. À tout à l'heure, donc.